Un pilier de poussière s'élevait au-dessus du canyon, comme si la terre elle-même gémissait sous l'effet de la chaleur. Zara se serra contre les rochers rouges, sentant la pierre lui brûler le dos à travers la peau de dame de sa robe. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres à la ronde. Elle ferma les yeux et tendit l'oreille pour capter les bruits de la poursuite. Le martèlement des sabots, le cliquetis des éperons, des voix rudes dans une langue étrangère. Ils sont proches, pensa-t-elle, et la jeune femme se blottit plus profondément dans la crevasse entre les rochers. Ses longs cheveux noirs tressés en deux nattes collaient à son visage en sueur. À ses poignets brillaient des bracelets d'argent, un cadeau de son père pour son 18e à l'anniversaire. Maintenant, il risquait de la trahir. Zara jeta un regard prudent depuis sa cachette. En bas, dans la vallée, des cavaliers avançaient lentement. Ils étaient 4, et même à distance, elle distinguait leurs chapeaux à large bord, leurs gilets de cuir et l'éclat des armes à leur ceinture. Des hommes blancs. Ceux-là même dont son père lui avait dit de se méfier. Quelqu'un est passé par ici, parvint une voix rauque d'en bas. Les traces sont fraîches. Zara se figea. Ses pieds nus avaient en effet laissé des empreintes sur le sable. Elle avait été imprudente, ne pensant qu'à rentrer au plus vite au village avec les herbes médicinales qu'elle avait cueillies. Le panier de plantes était toujours à côté d'elle. Il lui paraissait maintenant si stupide, si futile. « C'est peut-être un cerf », répondit une autre voix, plus jeune. « Ou un coyote. » Les coyotes ne portent pas de mocassins, Jack. Zara baissa involontairement les yeux vers ses pieds. Les mocassins en cuir souple ornés de perles étaient sa fierté. Sa mère les avait cousus de ses propres mains, brodant un motif qui signifiait « rapide comme le vent ». En cet instant, Zara aurait voulu être invisible comme la fumée. Les cavaliers mirent un pied à terre. Zara les entendit mener leurs chevaux sur le sentier, grimpant vers sa cachette. À chaque pas, les bruits se faisaient un plus fort. Le tintement des brides, le grincement du cuir, la respiration lourde des animaux. Et puis, les voix des hommes, discutant de quelque chose en anglais, une langue qu'elle comprenait mieux qu'elle ne voulait l'admettre. « Si c'est un Indien, on a de la chance, » dit le plus âgé. « Il va l'enchère en ce moment, vivant. Pourquoi on prendrait des captifs, Harris ?» C'était la voix jeune de nouveau. Jack. « On est venu pour le bétail, pas pour les ennuis. Les ennuis, mon garçon. Ils nous trouveront tout seuls si on ne fait pas attention. Vaut mieux savoir qui rôde dans le coin, pendant qu'on garde le troupeau. » Zara serra les dents. Ces hommes comptaient donc faire paître leur bétail sur les terres de son peuple. Violer le traité de trêve conclu à peine 2 lunes plus tôt. Son père l'avait prévenu que cela arriverait. Les hommes blancs ne tiennent jamais parole. Les pas étaient tout proches. Zara ferma les yeux et tenta de se fondre dans la pierre. Elle s'imagina faire partie du rocher, ancienne et immobile. Son grand-père, le chaman de la tribu, lui avait enseigné cet art. Se dissoudre dans la nature. Devenir invisible aux yeux de l'ennemi. Ici retentit une voix, presque au-dessus de sa tête. Zara ouvrit les yeux et vit une large paume tendue vers elle. Au-dessus de la main, un visage hâlé à l'ombre d'un chapeau, des yeux gris, une barbe naissante. L'homme était jeune, pas plus de 25 ans, et il la regardait sans méchanceté, plutôt avec curiosité. « Sors de là, » dit-il doucement. « Personne ne te fera de mal. » Zara ne bougea pas. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle voyait les autres hommes, debout un peu plus loin, les mains posées sur la crosse de leur revolver. L'un d'eux, celui qui s'appelait Harris, affichait un sourire déplaisant. « Allez, ma jolie, » lança-t-il. « On ne mord pas. » Jack se tourna brusquement vers lui. « La ferme, Harris. » Puis il regarda de nouveau Zara, et il y avait dans son regard quelque chose qui fit manquer un battement à son cœur. Ni cruauté, ni luxure. Autre chose. « Comment tu t'appelles »
demanda-t-il dans la langue approximative de son peuple. Zara tressaillit. Elle ne s'y attendait pas. Rares étaient les hommes blancs qui se donnaient à la peine d'apprendre les langues des tribus. « Elle te comprend », remarqua l'un des compagnons de Jack. « Regarde comme ses yeux se sont agrandis. »« Alors parle anglais », conseilla Harris. « Ils le connaissent tous, ils font juste semblant d'être des sauvages. » Jack l'ignora. Il s'accroupit pour être à son niveau et approcha encore sa main. « Je m'appelle Jack Macro, » dit-il lentement. « Je ne te veux aucun mal, mais tu ne peux pas rester ici. C'est dangereux. » Zara observa son visage. Sa peau était bronzée, son front marqué d'une vieille cicatrice, sans doute un coup de sabot ou de corne de taureau. Ses yeux étaient gris comme le ciel avant l'orage, mais sans froideur. Ses cheveux, d'un blond foncé, étaient ébouriffés par le vent. Autour de son cou, un lacet de cuir portait un petit médaillon. « Il n'a pas l'air d'un tueur », pensa Zara, avant d'avoir honte de cette pensée. Son frère Toukaï n'avait pas l'air d'un guerrier non plus, jusqu'à ce qu'il prenne son tomahawk en main. « Je ne comprends pas l'anglais, » mentit-elle, toujours pressée contre le rocher. Jack sourit, et ce sourire répandit une douce chaleur dans la poitrine de Zara. « Si tu comprends, » dit-il avec assurance. « Et tu le parles plutôt bien. Allez, sors de là. Le soleil va bientôt se coucher, et il fait froid dans le canyon la nuit. » « Elle pourrait être une éclaireuse, » intervint Harris, « ou un appât. Les Indiens sont rusés. »« Regarde-la, » dit Jack sans quitter Zara des yeux. « C'est une enfant. Et elle est morte de peur. » Zara sentit une pointe de fierté. Une enfant. Elle était la fille d'un chef, une guerrière, même si elle ne portait pas d'armes. Elle connaissait 50 façons de préparer des remèdes, à base de plantes, et pouvait trouver de l'eau dans le désert en suivant des signes à peine visibles. « J'ai 18 hivers, » dit-elle, oubliant sa feinte. Le sourire de Jack s'élargit. « Alors tu comprends, et tu parles. Comment t'appelles-tu, jeune fille de 18 hivers ?» Zara hésita. Donner son vrai nom revenait à se trahir, dans sa tribu. Les noms avaient une signification, et quiconque connaissait les coutumes pouvait deviner ses origines. Mais mentir lui semblait mal. Il y avait une telle sincérité dans les yeux gris de Jack que le mensonge resta coincé dans sa gorge. « Zara », prononça-t-elle enfin. « Yiagatwa. »« Zara », répéta-t-il, et le nom sonna différemment dans sa bouche. Plus doux. « C'est un joli nom. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Le cactus en fleurs. » Je pensais que les cactus ne fleurissaient pas. « Si, » répondit Zara sérieusement. « Une fois par an, des fleurs rouges. » Jack hocha la tête, comme si c'était l'information la plus importante du monde. Puis il tendit de nouveau la main. « Viens, Zara, il faut que tu rentres chez toi avant la nuit. » Cette fois, elle prit sa main. Sa paume était chaude et rugueuse à cause du travail, ses doigts puissants. Il l'aida à sortir de la crevasse. Et Zara se redressa de toute sa hauteur pour la première fois de la journée. Jack était bien plus grand qu'elle. Elle lui arrivait à peine à l'épaule. « Bon sang, » siffla Harris, « c'est une beauté. » Zara frissonna et se rapprocha instinctivement de Jack. Il le remarqua et se plaça de manière à la protéger des regards des autres. « Où est ton village ?» demanda-t-il doucement. Zara désigna le nord de la main, là où, derrière les collines, se cachait le campement de son peuple. Mentir n'avait aucun sens. La fumée des foyers était de toute façon visible par temps clair. C'était loin ? 1 heure de marche. Trop loin pour y aller seul dans le noir. Jack fronça les sourcils en regardant le soleil couchant. Il y a beaucoup de coyotes dans ces parages, et pas seulement des coyotes. Zara savait qu'il avait raison, mais rentrer avec des hommes blancs était encore plus dangereux. Si quelqu'un de sa tribu la voyait en leur compagnie, « Je n'ai pas peur, » dit-elle. « Moi si, » avoua Jack à sa grande surprise. « J'ai peur pour toi. »
Quelque chose dans sa voix poussa Zara à le regarder de nouveau. Dans ses yeux gris, il y avait de l'inquiétude. Une inquiétude sincère et authentique pour elle, une jeune indienne inconnue. C'était si inattendu que Zara sentit quelque chose fondre en elle. Jack, on ne peut pas rester là toute la nuit. Le pressa l'un de ses compagnons. Il faut retourner au troupeau. Alors elle vient avec nous, dit Jack avec détermination. Quoi? Harris sursauta presque. Tu es fou? Amener une indienne au camp? Et tu proposes quoi? La laisser ici se faire dévorer par les bêtes? Ce n'est pas notre problème. Jack se tourna vers lui et Zara vit son visage se durcir. La douceur avait disparu, remplacée par une expression froide et dangereuse. C'est devenu le mien, dit-il à voix basse. Mais chaque mot sonnait comme un coup de marteau. Et si quelqu'un la touche, ne serait-ce que d'un doigt, il aura affaire à moi. Harris ricana mais ne discuta pas. Les deux autres se regardèrent et haussèrent les épaules. Zara observait la scène, fascinée. Cet homme, cet étranger, la défendait. Il risquait une dispute avec les siens pour elle. Pourquoi? Tu n'es pas obligé, dit-elle à Jack. Je trouverai mon chemin. Si, je suis obligé, répondit-il en la regardant dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais je le suis. À cet instant, Zara comprit que sa vie venait de changer à jamais. Un sentiment étrange, à la fois chaud et effrayant, naissait dans sa poitrine. Elle ne savait pas comment le nommer, mais elle savait qu'il était lié à cet homme. À ses yeux gris, à sa sollicitude, à la façon dont il prononçait son nom. Montez, dit Jack en lui amenant son cheval, une grande jument alezane avec une étoile blanche sur le front. Tempête est calme, elle n'aura pas peur. Zara n'était jamais montée sur le cheval d'un homme blanc. Son peuple avait des poneys, plus petits, plus robustes, habitués au terrain rocailleux. Mais elle ne pouvait pas refuser, pas après ce que Jack avait fait pour elle. Il l'aida à se hisser en selle, et lorsque ses mains touchèrent en sa taille, Zara sentit un frisson parcourir son corps. Pas de peur, mais autre chose. Quelque chose qui fit rougir ses joues. « Tiens-toi au pommeau », conseilla Jack en prenant le cheval par la bride. « Je l'amènerai à pied. Et ton dos ?» Zara voyait bien que marcher en botte sur un sentier rocailleux n'était pas facile. « Ça ira », sourit-il. « Ce n'est pas la première fois. » Et ils se mirent en route. Harris et les autres chevauchaient son devant, jetant parfois des regards mécontents en arrière. Jack marchait à côté du cheval, une main sur la bride, l'autre prête à rattraper Zara si elle vacillait en selle. « Comment connais-tu notre langue ?» demanda Zara lorsqu'ils furent assez éloignés des autres. « Mon grand-père faisait du commerce avec les Indiens, » répondit Jack sans lever la tête. « Des fourrures contre des vêtements contre des chevaux contre du grain. Et il disait qu'on ne peut pas commercer honnêtement avec un homme si on ne comprend pas ses mots. C'était un homme sage. Il l'était, il est cette morte il y a 3 ans. Une tristesse perçait dans la voix de Jack, et Zara ressentit une étrange envie de le réconforter. « Il serait fier de toi, » dit-elle doucement. Jack leva les yeux et la regarda avec surprise. « Ou comment le sais-tu? Parce que tu es un homme bon. Et les hommes bons ne naissent pas comme ça. Quelqu'un leur apprend à être bon. » Ils avancèrent en silence pendant quelques minutes. Le soleil avait presque disparu derrière l'horizon, et le ciel se teintait de rouge et d'or. L'air se rafraîchissait, mais Zara avait chaud. Peut-être la cause du mouvement, ou peut-être parce que cet homme aux yeux bienveillants marchait à ses côtés. « Et toi ?» demanda Jack. « Que faisais-tu seul dans le canyon ?» Zara montra le panier d'herbes qu'il avait attaché à la selle. « Je cueillais des remèdes. Pour ma grand-mère. Elle a mal aux articulations, et ses herbes l'aident. Tu t'y connais en guérison ? Un peu, c'est ma mère qui m'a appris. Et ton père ? Zara se tut. C'était une question dangereuse. Dire la vérité, c'était se dévoiler.
mais mentir. Mon père pense que les femmes doivent connaître non seulement la guerre, mais aussi la guérison, dit-elle prudemment. Saninas Bae. C'est un homme intelligent. Les guerres finissent, mais la douleur reste. Zara le regarda avec étonnement. Elle ne s'attendait pas à entendre de tels mots de la part d'un homme blanc. La plupart d'entre eux ne voyaient dans son peuple que des sauvages à tuer ou à parquer dans des réserves. « Tu n'es pas comme les autres, » dit-elle sans réfléchir. « Quels autres ?»« Les hommes blanchis que j'ai rencontrés. » Jack eut un petit rire. « Et tu en as rencontré beaucoup ?»« Assez pour connaître la différence. » Il la regarda attentivement. « Et quelle est cette différence ?» Zara chercha ses mots. Comment l'expliquer sans se trahir? Comment parler des militaires qui venaient au village pour négocier avec son père? Des commerçants qui les trompaient et tentaient de leur vendre des marchandises de mauvaise qualité? Des colons qui considéraient que son peuple comme un obstacle à éliminer? La plupart ne nous voient pas comme des êtres humains, dit-elle enfin. Pour eux, nous sommes des animaux ou des enfants. Des animaux dangereux ou des enfants stupides. Mi, mam, nim, i, et moi? Toi, tu me vois, répondit simplement Zara, et c'était la vérité. Dans ses yeux, il n'y avait ni mépris, ni pitié, ni convoitise. Il y avait de l'intérêt, du respect, et quelque chose d'autre qui faisait battre son cœur plus vite. Devant eux apparurent les femmes sur les feux du camp. Quelques tentes, un feu de camp, des silhouettes d'hommes et d'animaux. Zara se tendit. Le plus difficile allait commencer. « Ne t'inquiète pas, » dit doucement Jack, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Je ne laisserai personne te faire du mal. Et si des gens de ma tribu me voient ici, tes gens sont proches ?» Zara hocha la tête. Trop proche. Son père avait sûrement déjà envoyé des patrouilles de recherche. Et s'il la trouvait dans un camp d'hommes soldiers blancs? « Alors nous dirons la vérité, » décida Jack. « Que je t'ai trouvé seul dans le canyon et que je ne pouvais pas t'y laisser pour la nuit. Que je te ramènerai chez toi demain matin. » Et ils te croiront? Pourquoi ne me croiraient-ils pas? Zara ne répondit pas. Elle savait pourquoi. Parce que le sang avait coulé entre leurs peuples. Trop de sang. Parce que la paix conclue récemment était fragile comme une fine couche de glace. Parce que le moindre faux pas pouvait tout détruire. Et aussi parce qu'elle n'était plus la même jeune fille qui était partie cueillir des herbes le matin. Quelque chose avait changé en elle au cours de ces quelques heures. Quelque chose lié à l'homme qui marchait à côté de son cheval et la protégeait des siens. Ils entrèrent dans le cercle de lumière du feu de camp et les conversations cessèrent. Zara sentit les regards sur elle, curieux, méfiants, ouvertement hostiles. Les hommes étaient plus nombreux qu'elle ne le pensait. Une dizaine, peut-être plus. Tous armés, tous la fixant comme une bête curieuse. « Jack, qu'est-ce que c'est que ça ?» se leva un homme costaud à la barbe grise. « Tu as ramené une Indienne dans notre camp ?»« Elle s'appelle Zara, » répondit calmement Jack. « Et elle passera la nuit ici. Demain matin, je la raccompagnerai chez elle. » Pas question. Harris avait déjà eu le temps de raconter sa version des faits. « Tu ne sais même pas qui elle est. Et si c'était une espionne? Et si, à cause d'elle, on se faisait attaquer? »« Alors on se défendra, » dit Jack en aidant Zara à descendre de cheval. « Mais je n'abandonnerai pas une jeune fille seule dans le désert. » Le barbu, apparemment le chef du groupe, examina attentivement Zara. Il y avait de la prudence dans ses yeux, mais pas de méchanceté. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il. « Zara. »« Et son vrai nom ?» Jack la regarda d'un air interrogateur. Zara comprit que l'heure du choix était venue. Dire la vérité est tout risquer. Ou mentir et trahir la confiance de l'homme qui la protégeait. « Zara », répéta-t-elle fermement, « c'est mon vrai nom, ce qui était vrai. » Elle omit seulement de dire que son nom complet était Zara, fille d'Aigle Blanc, chef de la tribu des Roches de Feu,
La jeune femme dont la tête avait été mise à prix par les autorités blanches après le dernier affrontement à la frontière. La jeune femme dont le frère était tombé sous la balle d'un homme nommé Jack McCrow. Le feu crépitait, projetant des étincelles dans le ciel étoilé. Zara était assise sur une bûche, tenant une tasse en fer blanc remplie de café. La boisson amère lui brûlait les lèvres, mais la réchauffait de l'intérieur. Autour d'elle, en demi-cercle, les cow-boys étaient installés, chacun armé, chacun prêt à toute éventualité. Elle sentait leur regard sur sa peau. Certains la dévisageaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. Harris la déshabillait ouvertement des yeux, jusqu'à ce que Jack s'assoie à côté d'elle, la protégeant des regards indiscrets. « Es-tu à chaude » demanda-t-il doucement. Zara hocha la tête. En réalité, elle avait chaud à cause de la proximité de son corps, de l'odeur de cuir et de fumée qui émanait de ses vêtements. Une sensation étrange. Elle avait l'habitude de ne faire confiance qu'aux siens, et cet homme était un ennemi de son peuple. Pourtant, à ses côtés, elle se sentait en sécurité. « Dis-moi, ma jolie », se pencha Harris, ignorant le regard d'avertissement de Jack. « C'est vrai que les filles indiennes sont chaudes au lit. » Zara se figea. La tasse aux tasses aux lèvres. Le sang lui monta aux joues, non pas de honte, mais de colère. Fille de chef, on lui avait appris depuis l'enfance à se tenir avec dignité. Mais à cet instant, elle avait envie de jeter son café brûlant au visage de cet insolent. « La ferme, Harris », dit Jack à voix basse, mais sa voix avait la dureté de l'acier. « Oh, ça va, mon garçon, je demandais juste, par curiosité. » Encore un mot de ce genre, et je te force à t'excuser, dit Jack en posant la main sur la crosse de son revolver. Très poliment. Un silence tendu s'installa. Harris toisa Jack du regard, évaluant ses chances. Les autres cow-boys se regardaient, prêts à prendre parti. Zara comprit qu'une bagarre pouvait éclater à cause d'elle. Ou pire. « Tout va bien, dit-elle doucement à Jack. Ça ne vaut pas la peine de vous disputer. »« Qui aussi, ça vaut la peine ?» répondit-il sans quitter Harris des yeux. Certaines choses ne peuvent pas rester sans réponse. Le barbu, il s'appelait Sam, comme elle l'apprit, cracha dans le feu. La salive grésilla sur les braises. « Assez, les garçons. Harris, ferme-la. Jack, enlève ta main de ton flingue. On a déjà assez de problèmes comme ça. »« Quel problème ?» demanda vivement Zara. Sam la regarda attentivement. « Tu n'es pas au courant ? Tes congénères nous ont volé une 50aine de têtes de bétail il y a 3 jours. C'est ça qu'on cherche. » Zara fronça les sourcils. Elle n'avait rien entendu parler d'un vol de bétail. Son père veillait strictement au respect de la trêve et punissait sévèrement ceux qui violentent les accords. « Ce n'était peut-être pas mon peuple, » dit-elle prudemment. « Et qui d'autre » ricana Harris. « Les coyotes ont volé le troupeau, peut-être ?»« Les Comanches, » suggéra Zara. « Ou les Apaches. Ils n'ont pas signé de traité avec les Blancs. » « Les traces menaient vers le nord, » intervint un des cow-boys, un type maigre, au chapeau usé. « Vers tes montagnes. »« N'importe qui aurait pu laisser ces traces, » objecta Zara. « Pour vous, tous les Indiens se ressemblent. »« Hé, doucement !» prévint Sam. « On ne t'a pas invité ici. » Zara comprit qu'elle était allée trop loin, mais elle ne pouvait s'arrêter. L'honneur de son peuple était en jeu. « Mon peuple n'est pas un peuple de voleurs, » dit-elle fermement. « S'ils ont pris votre bétail, c'est qu'ils avaient leur raison. »« Quelle raison peut-on avoir pour voler ?» demanda Harris d'un ton moqueur. « La faim, » répondit simplement Zara. « Quand les enfants pleurent de faim et que le gouvernement n'envoie pas la farine promise, les gens font ce qu'ils doivent faire. » Le silence se prolongea. Les cow-boys se regardaient, et il y avait quelque chose de nouveau dans leurs yeux. Pas seulement de la méfiance, mais aussi de la gêne. Même Harris se tut. « Le gouvernement retarde les livraisons », demanda doucement Jack. Zara hocha la tête. « Depuis 2 mois déjà. Ils disent que les papiers sont perdus, qu'il faut attendre. »« Et pendant ce temps, les enfants ont faim, » dit le cow-boy maigre d'un ton compréhensif.
Les enfants, les vieillards, les malades, confirma Zara. La chasse est mauvaise cette année. Le gibier est parti loin dans les montagnes. Et ce qui pousse dans la terre n'est pas encore mûr. Sam se gratta la barbe. Je vois. Mais ça ne justifie pas le vol. Et qu'est-ce qui justifie le mensonge? S'enflamma Zara. Vos gens ont promis de la nourriture en échange de la paix. Où est-ce que cette nourriture? Nous ne sommes pas le gouvernement, ma fille. Nous sommes de simples éleveurs. Mais vous êtes blanc, donc vous êtes aussi coupable. Les mots lui avaient échappé, et Zara les regretta aussitôt. La colère brilla dans les yeux des hommes. Harry se leva même, mais Jack l'arrêta d'un geste. Elle a raison, dit-il à la surprise générale. Nous sommes tous coupables, blancs, noirs, indiens, tous, parce que nous laissons les politiciens décider pour nous qui doit vivre et qui doit mourir. Jack, qu'est-ce que tu racontes? S'étonna Sam. Je dis la vérité. Combien de fois avons-nous vu les Indiens se faire tromper? Combien de fois les traités ont-ils été violés? Et nous nous taisons, parce que ce n'est pas notre problème. Zara le regardait avec stupéfaction. Cet homme non seulement la défendait, mais il la comprenait. Il comprenait ce que même certains membres de son peuple ne comprenaient pas, que la guerre ne fait pas de distinction entre les justes et les coupables. Tout le monde souffre. De belles paroles, grommela Harris, mais notre bétail y a quand même été volé. Et nous le retrouverons, dit fermement Jack. Mais honnêtement, sans effusion de sang. Et s'ils ne veulent pas le rendre? Alors nous parlerons à leur chef. Nous expliquerons la situation. Zara tressaillit. Parler au chef? À son père. Que se passerait-il s'ils se rencontraient? Que dirait son père en voyant sa fille en compagnie d'hommes blancs? Les chefs ne sont pas toujours ouverts aux négociations, dit-elle prudemment. Celui-ci le sera, déclara Jack avec assurance. Il a une fille? Il connaît donc le prix d'une vie humaine. Comment sais-tu pour sa fille? Les commerçants en parlent. Ils disent que c'est une belle jeune fille, intelligente. Son père l'adore. Le cœur de Zara s'emballa. On parlait donc d'elle parmi les Blancs. C'était mauvais, très mauvais. On devrait peut-être l'envoyer avec nous, dit Sam en désignant Zara, comme intermédiaire. Son peuple lui fait confiance. Non, dit rapidement Zara. Je ne peux pas. Je suis une simple jeune fille. Personne ne m'écoutera. Je ne te crois pas, sourit Jack. À ta façon de parler, de te tenir. Tu n'es pas une simple jeune fille. Il y a quelque chose de spécial en toi. S'il savait à quel point il avait raison. Zara se détourna, fixant le feu. Les langues de flamme dansaient, lui rappelant les danses rituelles de son peuple. Elle se souvint du dernier conseil de la tribu, lorsque son père avait annoncé la conclusion de la trêve. Beaucoup s'y étaient opposés, surtout les jeunes guerriers. Son frère Toukaï était parmi eux. « Les Blancs ne savent pas tenir parole, père, disait-il. Ils prendront nos terres et en demanderont toujours plus. » Mon fils, répondait Aigle Blanc, la guerre nous a déjà coûté trop cher. Il est temps d'essayer une autre voie. Toukaï secoua la tête. Le seul langage que les Blancs comprennent est celui de la force. Tant que nous ne leur montrerons pas que nous n'avons pas peur de mourir, ils ne nous respecteront pas. Et une semaine plus tard, Toukaï mena un groupe de jeunes guerriers dans un raid contre un campement blanc. Pas pour le bétail, mais pour l'honneur. Pour prouver que le peuple des Roches de Feu était encore vivant, encore capable de se battre. Il n'était pas revenu. Aucun des 12 n'était revenu. « À quoi tu penses » demanda doucement Jack. « À la guerre, répondit honnêtement Zara. À quand elle finira. Et tu veux qu'elle finisse? Bien sûr. Y a-t-il des gens qui veulent la guerre? Oui, ceux qui en profitent, les marchands d'armes, les politiciens, les militaires. Ça les arrange que nous nous entretuions. » Zara le regarda, surprise. Elle ne s'attendait pas à de tels propos de la part d'un homme blanc. « Et toi? Tu profites de la guerre? » « Non, j'essaie juste de survivre et d'aider les autres à survivre. »
Pourquoi m'as-tu aidé ?» Jack resta silencieux, regardant le feu. Puis il haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être parce que tu m'as rappelé que la guerre n'est pas un jeu, que chaque ennemi a un visage, un nom, une histoire. Et qu'est-ce que ça a changé que tu le comprennes? Je ne sais pas encore. Mais quelque chose a changé. Zara ressentait la même chose. Quelque chose en elle avait bougé, comme une pierre qui, après des années d'immobilité, se mettait soudain à rouler sur une pente. Elle regardait Jack et ne voyait pas un ennemi, mais un homme. Un homme aux yeux bienveillants, aux mains calleuses, à la voix douce. Un homme qui l'avait protégé des siens. Jack l'appela Sam. Il est temps d'aller dormir. Demain, on se lève tôt. Jack hocha la tête et se leva. Allons-y. Je vais te préparer un couchage dans ma tente. Ne t'inquiète pas, ajouta-t-il précipitamment en voyant son regard effrayé. Je dormirai près du feu. Et et si quelqu'un... Zara jeta un regard vers Saris. Personne n'osera, dit fermement Jack. Je te donne ma parole. La tente était petite mais confortable. Des couvertures étaient étendues sur le sol, et dans un coin se trouvaient des selles et des sacoches. Une odeur de cuir et de tabac flottait dans l'air. Jack lui prépara un lit avec la couverture la plus douce et plaça une selle en guise d'oreiller. « Si quelque chose arrive, crie, dit-il, je serai tout prêt. »« Merci, » dit doucement Zara. « Pour tout. » Jack s'arrêta à l'entrée de la tente. « Zara, tu as dit la vérité? Tu es vraiment une simple jeune fille ?» Zara se figea. Il n'y avait pas de suspicion dans sa voix, seulement de la curiosité. Et autre chose, comme s'il était important pour lui de connaître la réponse. Qu'est-ce que ça changerait si je ne l'étais pas? Demanda-t-elle en guise de réponse. Rien, dit rapidement Jack. Pour moi, tu es juste Zara, la jeune fille qui fleurit une fois par an avec des fleurs rouges. Il sortit, la laissant seule avec son cœur battant la chamade. Zara s'allongea sur les couvertures et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête, plus effrayantes les unes que les autres. Que se passerait-il quand il apprendrait la vérité? Quand il comprendrait qu'elle était la fille de ce même chef avec qui il voulait négocier? Et surtout, que se passerait-il quand elle lui parlerait de Tukai? Son frère était mort il y a 3 mois dans un affrontement avec des colons blancs. Plus précisément, avec un colon qui s'était montré plus rapide qu'escompté. Un homme nommé Jack McCraw. Dehors, des voix basses se firent entendre. Zara se tendit, prêtant l'oreille. « Ça ne me plaît pas, » disait Harris. « Cette fille cache quelque chose. »« Tout le monde cache quelque chose, » répondit Jack. « Nous aussi. Mais pas la même chose. Regarde comment elle parle, comment elle se tient. Ce n'est pas la fille d'un simple Indien. La fille de qui alors? D'un chef peut-être, ou d'un chaman, quelqu'un d'important. Et alors, si on ne la ramène pas, mais on est tous fichus. Et si on la ramène, on est fichus aussi, parce qu'elle dira où on est et combien on est. » Zara retint son souffle. Harris avait raison. Elle dirait tout à son père. Elle serait obligée de le faire. Et alors? Ça veut dire qu'on doit se lier d'amitié avec son peuple, dit Jack, au lieu de se battre. Tu es fou? Après ce qu'ils nous ont fait? Et nous, qu'est-ce qu'on leur a fait? Jack, ils ont tué Billy et Sam Junior, et 4 autres des nôtres. Et nous, combien des leurs avons-nous tués? Quelle importance! Ce sont des sauvages. Non, dit fermement Jack. Ce sont des êtres humains, comme nous, avec leurs familles, leurs enfants, leurs douleurs. Cette fille est à retourner le cerveau. Peut-être, mais je ne le regrette pas. Zara ferma les yeux plus fort. Les larmes lui montèrent à la gorge. Cet homme bon et compréhensif, avait tué son frère. Et elle commençait à l'aimer. Zara se réveilla au bruit du camp. Les hommes étaient déjà debout, scellant leurs chevaux, rassemblant leurs affaires.
Le soleil était bas sur l'horizon. L'aube commençait à peine. Elle se prépara rapidement, tressa ses cheveux en natte et sortit de la tente. Jack se tenait près du feu, remuant quelque chose dans une marmite qui sentait les haricots et le lard. En la voyant, il sourit. « Bonjour. Bien dormi ?»« Très bien, » mentit Zara. En réalité, elle n'avait presque pas dormi, tourmentée par la question de ce qu'elle devait faire. Lui dire la vérité ou se taire et espérer qu'il ne l'apprendrait jamais? Tu veux déjeuner? Zara hocha la tête. Bien qu'elle n'eût aucune faim, son estomac était noué par l'anxiété. Jack lui versa une louche de soupe chaude dans un bol et lui tendit une cuillère. Merci. Elle mangea lentement, l'observant à la dérobée. Jack était concentré, vérifiant son équipement, parlant à Sam, les tâches matinales habituelles. Mais il y avait dans ses gestes une prudence particulière, comme s'il se préparait à un danger. « Nous allons bientôt chez ton peuple ?» demanda Zara. « Bientôt. Sam est en train de décider s'il faut emmener tout le monde ou en laisser une partie ici avec le troupeau. » « Et quelle est la bonne décision ?» Jack la regarda attentivement. « D'après toi ?» Zara réfléchit. S'ils venaient tous, son père pourrait penser que c'était une expédition militaire. S'ils venaient en petit nombre, que c'était un piège. « La moitié, » dit-elle. « Assez pour montrer le sérieux de vos intentions, mais pas assez pour effrayer. »« Malin, » approuva Jack. « Tu t'y connais en négociation ?» Zara se tut. Comment ne s'y connaîtrait-elle pas? Depuis son enfance, elle assistait aux conseils de son père, écoutant comment il menait ses affaires avec les commerçants et les représentants du gouvernement. Aigle Blanc disait que la fille d'un chef devait connaître non seulement les affaires des femmes, mais aussi celles des hommes, au cas où elle devrait remplacer son père. « S'il t'arrive quelque chose, qui guidera notre peuple ?» lui demandait-elle. « Ton frère Toukaï » répondait son père. Mais Toukaï n'était plus là. Et maintenant, Zara était la seule héritière, la seule qui pouvait unir la tribu si son père venait à mourir. « À quoi tu penses ?» demanda Jack en s'asseyant à côté d'elle. « À ma maison. Mes parents doivent s'inquiéter. Tu les reverras bientôt. »« Bientôt ?» se répéta Zara. Et que leur dirait-elle? Comment expliquerait-elle qu'elle avait passé la nuit dans un camp d'hommes blancs? Et surtout, qu'adviendrait-il de Jack quand son père apprendrait qui il était? Car son père le découvrirait. Aigle Blanc se souvenait du visage de l'homme qui avait tué son fils. Il se souvenait du nom. Et il ne pardonnait jamais aux meurtriesses de sa famille. « Jack, » dit-elle doucement, « as-tu déjà tué des Indiens ?» Il se figea, la cuillère à la bouche. Quelque chose passa dans ses yeux gris, de la douleur, du regret, de la lassitude. « Oui, » répondit-il simplement. « Beaucoup. Assez pour voir leur visage dans mes rêves, chaque nuit. » Zara sentit sa gorge se serrer de larmes. Il n'était donc pas un monstre. Il souffrait. Peut-être même plus qu'elle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi les as-tu tués ?»« Parce qu'ils voulaient me tuer, ou mes amis, ou des innocents. » « C'est aussi simple que ça ?»« Non. » Jack secoua la tête. « Rien n'est simple. Chaque fois, j'espérais que ça se passerait sans effusion de sang. Chaque fois, j'essayais de parler, de négocier, mais ça n'a pas toujours marché. Et plus précisément, Zara hésita, ne sachant comment demander. « Tu te souviens d'un incident il y a 3 mois, près de la rivière Rouge ?» Jack se tendit. La cuillère s'immobilisa dans sa main. « Comment connais-tu l'histoire de la rivière Rouge ?» Les gens parlent. On parle toujours de ce genre de choses. Que disent-ils exactement? Qu'il y a eu un raid. De jeunes guerriers ont attaqué un campement et qu'ils ont tous été tués. Jack posa lentement son bol par terre. Son visage devint de pierre. « Pas tous, dit-il doucement. J'en ai blessé 2. Ils se sont enfuis.
Je n'en ai tué qu'un seul. Un seul, répéta Zara, et les mots sonnèrent en comme une condamnation. Il était très jeune, continua Jack, comme s'il ne l'entendait pas. Probablement une vingtaine d'années. Un beau garçon, courageux. Il aurait pu s'enfuir quand il a compris que ça tournait mal, mais il ne l'a pas fait. Il couvrait la retraite des autres. Tukai, pensa Zara. C'est exactement ce qu'il aurait fait. C'est ainsi que son père l'avait élevé. Ne jamais abandonner ses camarades. Et qu'as-tu ressenti? Demanda-t-elle, peinant à articuler les mots. De l'horreur, avoua honnêtement Jack, parce que j'ai compris qu'il était comme moi. Il défendait ce qu'il considérait comme sien, et je n'avais pas le droit de le tuer. Mais tu l'as tué. Je l'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas fait, il m'aurait tué. Et ensuite, il se serait attaqué aux femmes et aux enfants dans la maison. Zara ferma les yeux. Les femmes et les enfants. Tukai n'aurait jamais touché à des innocents. Mais Jack ne le savait pas, ne pouvait pas le savoir. Tu regrettes? Chaque jour. Et s'il avait été spécial, important pour son peuple? Que veux-tu dire? Eh bien, le fils d'un chef, ou le frère d'une femme importante. Jack la regarda attentivement. Zara, pourquoi demandes-tu ça? Sais-tu quelque chose sur ce garçon? Zara comprit qu'elle était allée trop loin. Un mot de plus et elle se trahirait. Simple curiosité, dit-elle. Pour savoir si tu comprends la douleur que tu causes. Je comprends, dit fermement Jack. Et c'est précisément pour ça que je veux que cette guerre se termine. Pour ne plus avoir à tuer personne. Et si la famille de ce garçon voulait se venger, alors j'accepterais cette vengeance. Ce serait juste. Zara ouvrit les yeux et le regarda. Dans ses yeux gris, il n'y avait pas de peur. Il y avait la volonté d'accepter la punition pour ses actes. Même si cela signifie la mort. Même. Un sentiment étrange monta dans la poitrine de Zara. D'un côté, la colère, la douleur, la soif de justice pour son frère. De l'autre, la compréhension que l'homme en face d'elle n'était pas un tueur sans âme, mais un être qui souffrait autant qu'elle. « Jack !» appela Sam. « C'est l'heure. Les chevaux sont prêts. » Jack se leva et tendit la main à Zara. « Allons-y, je te ramène à la maison. » À la maison, pensa Zara en plaçant sa main dans la sienne, là où son père l'attendait. Où on lui demanderait qui étaient ces hommes et pourquoi ils étaient venus. Où elle devrait choisir entre son devoir de fille et quoi? L'amour pour un ennemi, pour l'homme qui avait tué son frère. Mais quand Jack l'aida à monter à cheval, quand ses mains touchèrent en sa taille, Zara comprit que le choix était déjà fait. Le cœur ne demande pas la permission. Il aime, tout simplement. Et c'était plus effrayant que n'importe quelle guerre. Et ils avançaient lentement, ménageant les forces des chevaux. Devant, Sam caracolait avec 3 cow-boys. Derrière, Jack avec Zara et 2 autres. Les autres étaient hantés restés pour garder le troupeau. Le soleil montait et la chaleur devenait insupportable. Zara indiquait le chemin, s'efforçant de les faire passer par des endroits moins dangereux, là où les sentinelles de son père ne sauraient pas. « C'est encore loin ?» demanda Sam en essuyant la sueur de son visage. « Pas loin, derrière ces rochers. » En réalité qu'il restait encore 2 heures de route jusqu'au village. Mais Zara ne voulait pas qu'il s'approche trop vite. Elle avait besoin de temps pour réfléchir à ce qu'elle dirait à son père. C'est étrange, remarqua l'un des cow-boys. On ne rencontre personne. D'habitude, les Indiens postent des gardes. Peut-être qu'ils ne nous considèrent pas comme une menace, suggéra Jack. Zara se tut. Elle savait qu'on les observait déjà. Depuis qu'ils s'étaient approchés des frontières des terres de la tribu, des yeux invisibles suivèrent chacun de leurs pas. Son père serait informé de leur approche bien avant qu'ils n'atteignent le village. Que penserait-il en voyant sa fille parmi des hommes blancs? Zara appela doucement Jack en s'approchant. « Tu as l'air effrayé. »
Je suis un peu inquiète. À cause de quoi? De la façon dont mon peuple accueillera votre visite. La paix est encore très fragile. Nous venons en paix, juste pour parler. Parfois, les mots sont plus dangereux que les balles. Jack la regarda attentivement. Tu parles de nouveau comme la fille d'un chef. Zara tressaillit. Que veux-tu dire? La sagesse. La compréhension de la politique. Une jeune fille ordinaire ne penserait pas à de telles choses. Peut-être que je ne suis pas ordinaire. C'est certain, sourit Jack. Ça s'est vu au premier regard. Zara se détourna, sentant ses joues rougir. Pourquoi avait-il un tel effet sur elle? Pourquoi ces mots faisaient-ils battre son cœur plus vite? Ils atteignirent la crête d'une colline, et en bas, une vallée s'étendit. Verte, avec un ruisseau au milieu, entouré de rochers rouges. Et au centre de la vallée, des tipis, beaucoup de tipis, de la fumée s'élevant des feux, et des gens qui s'étaient arrêtés et regardaient à Mingo les cavaliers approcher. « Nous y voilà, dit Sam. C'est un bel endroit. » « Oui, acquiesça doucement Zara. Très beau. » Mais elle ne regardait pas la vallée. Elle regardait le groupe de cavaliers qui sortaient du village à leur rencontre. En tête, sur un étalon blanc, chevauchait un homme de haute taille, coiffé d'une parure de plume d'aigle. Aigle blanc. Son père. Et à en juger par son visage, il savait déjà tout. « Zara !» appela Jack. « Quelque chose ne va pas ?» Tout n'allait pas. Absolument tout. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. « Non, mentit-elle. Tout va bien. Même si elle savait que plus rien n'irait bien. Jamais. » Les deux groupes de cavaliers se rapprochaient lentement au centre de la vallée. D'un côté, des hommes rodes, des hommes blancs, avec des revolvers et des fusils. De l'autre, des guerriers de la tribu des Roches de Feu, avec des tomahawks et des arcs. Entre eux, une ligne invisible qu'on ne pouvait franchir sans déclencher la guerre. Et Zara, qui avait déjà franchi cette ligne, qui les avait trahis, les uns comme les autres, simplement en laissant son cœur aimer. Halté, dit Aigle Blanc dans la langue de la tribu, en levant la main. Les Blancs s'arrêtèrent. Sam tourna son regard du chef vers Zara. Qu'est-ce qu'il dit? Il ordonne de s'arrêter, traduisit Zara. Dis-lui que nous venons en paix. Mais avant que Zara n'ait pu dire quoi que ce soit, son père parla lui-même. En anglais lentement et clairement, je sais pourquoi vous êtes venu. Vous cherchez le bétail volé. Oui, répondit Sam, et nous voulons régler cela pacifiquement. Bien, mais d'abord, expliquez-moi pourquoi ma fille est avec vous. Un silence de morte tomba. Zara sentit tous les regards se poser sur elle, surpris, compréhensif, accusateur. Ta fille, répéta Sam. Zara, fille d'Aigle Blanc, princesse de la tribu des Roches de Feu, déclara solennellement son père. Celle dont la tête a été mise à prix par le gouvernement blanc. Celle dont le frère est tombé sous la balle d'un homme nommé Jack McCrow. Zara ferma les yeux. Tout était fini. Jack, appela Sam d'une voix rauque. C'est vrai? Jack regardait Zara comme s'il la voyait pour la première fois. Dans ses yeux gris, il y avait du choc, de la douleur, de la compréhension. C'est vrai, dit-il doucement. J'ai tué son frère. Et à cet instant, Zara comprit qu'ils étaient désormais tous deux condamnés à souffrir. Car l'amour entre ennemis est toujours une tragédie. Toujours. Le silence dura une éternité. Zara restait sur son cheval, incapable de bouger ou de dire un mot. Le monde s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Jack fut le premier à rompre le silence. « Zara, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Dans ses yeux gris, il n'y avait pas de colère, seulement de la douleur. Une douleur profonde, dévorante. « Je voulais te le dire, » parvint-elle articulée. « Mais je ne savais pas comment. » Tu savais qui j'étais. Je l'ai compris hier, quand tu as parlé de la rivière rouge. Aigle Blanc fit signe,
à 2 guerriers de s'approcher. Ils s'avancèrent, les mains sur leurs armes. « Zara, viens près de moi !» ordonna son père. « Non !» dit Jack de manière inattendue. « Elle reste. Tu n'as pas d'ordres à donner à ma fille, meurtrier. »« C'est vrai, » admit Jack, « mais je peux demander. » Il mit pied à terre et s'approcha du cheval de Zara. Il lui tendit la main. « S'il te plaît. » Zara le regarda, luttant contre l'envie de pleurer. Cet homme venait d'apprendre qu'elle l'avait trompé depuis le début, qu'elle était la fille de son ennemi, la sœur du guerrier qui l'avait tué. Et pourtant, il lui demandait de rester. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu es la seule qui puisse arrêter le bain de sang. Je ne peux pas. »« Si tu le peux, tu me connais. Tu sais que je ne suis pas un monstre. Dis-le leur. » Zara regarda son père. Aigle Blanc était immobile, mais elle voyait la tension dans ses épaules, sa disposition à se jeter dans la bataille. Derrière lui se tenaient les meilleurs guerriers de la tribu, chacun prêt à mourir pour son chef. Et de l'autre côté, Sam et ses hommes, également prêts au combat. Leurs mains reposaient déjà sur la crosse de leurs revolvers. Un geste imprudent, un mot de travers, et le massacre commencerait. « Père, » dit Zara sans descendre de cheval, « cet homme m'a sauvé la vie. »« Cet homme a tué ton frère, » répondit sèchement Aigle Blanc. « Je sais, et il en souffre chaque jour. La souffrance ne ramènera pas Tukai. Non, mais le tuer ne le ramènera pas non plus. » Aigle Blanc fronça les sourcils. « Ma fille, tu dis des choses étranges. Le sang appelle le sang. Et la guerre appelle encore plus de sang, » objecta Zara. « Combien de jeunes hommes doivent encore mourir? Combien de mères doivent encore pleurer leurs fils? Tant que les Blancs resteront sur nos terres, autant qu'il le faudra. Mais ils sont prêts à partir. » Zara regarda Sam. « Vous êtes prêts, n'est-ce pas, Cospa? »« Si nous vous rendons votre bétail ?» Sam hésita. Il regardait tour à tour Zara et Aigle Blanc, visiblement en pleine réflexion. « Nous avons besoin du bétail, » dit-il enfin, « mais nous ne voulons pas nous battre. »« Ce n'est pas nous qui avons pris le bétail, » répondit Aigle Blanc. « Ce sont de jeunes têtes brûlées. Ils n'écoutent pas les conseils des anciens. »« Alors que les anciens les forcent à écouter, » proposa Jack. « Ne donne pas d'ordre, meurtrier, » gronda l'un des guerriers. « Tu as tué notre frère. »« Je l'ai tué, ne nie pas Jack, et je suis prêt à en subir les conséquences. Mais d'abord, nous devons régler la question du bétail. »« Quelles conséquences ?» demanda Aigle Blanc. « Celles que vous jugerez justes. » Zara tressaillit. Elle savait quelle punition son peuple jugeait juste pour le meurtre d'un guerrier. La mort. Une mort lente et douloureuse. « Non, » dit-elle, « il n'en est pas question. »« Ma fille, tu oublies ta place, » prévint son père. « Ma place est auprès de celui que j'aime, » répondit fermement Zara. Les mots lui avaient échappé, et elle les regretta aussitôt. Mais il était trop tard. Tout le monde avait entendu. « Qu'as-tu dit ?» pâlit Aigle Blanc. « J'ai dit la vérité, » répéta Zara en sautant de son cheval. « J'aime cet homme. » Aigle Blanc descendit de selle si rapidement que Zara eut à peine le temps de reculer. Le visage de son père était déformé par la colère et la douleur. « Tu aimes le meurtrier de ton frère ?» siffla-t-il. « Tu as trahi le sang de notre lignée. »« Je n'ai trahi personne, » dit Zara en relevant le menton pour affronter son regard. « Le cœur ne choisit pas qui il aime. »« On peut forcer un cœur à se taire, » dit sèchement Aigle Blanc, et laver le déshonneur par le sang. Il brandit son tomahawk au-dessus de sa tête. Zara se figea. Elle savait que son père était capable de la tuer dans un accès de fureur. L'honneur de la tribu était plus précieux pour lui que la vie de sa propre fille. Mais la hache ne s'abattit pas. Jack avait réussi à intercepter le bras d'Aigle Blanc, l'empêchant de frapper. « N'ose pas la toucher, »
dit-il doucement. Mais chaque mot claqua comme un coup de fouet. Lâche-moi, chien de blanc, rugit Aigle Blanc. Je te lâcherai quand tu auras baissé ton arme. Pendant quelques secondes, ils se tinrent ainsi, se regardant dans les yeux. Deux hommes forts, chacun prêt à mourir mais pas à reculer. Autour d'eux, les guerriers des deux camps se tendaient, se préparant au combat. « Assez !» cria Zara. « Assez ! Je ne vous laisserai pas vous entretuer. » Elle se plaça entre eux, les bras écartés. Une petite silhouette en peau de dame face à deux hommes armés. « Écarte-toi, ma fille, » ordonna Aigle Blanc. « Non. Si tu veux le tuer, tue-moi d'abord. »« Zara, ne fais pas ça, » dit doucement Jack. « C'est entre ton père et moi. » Non, elle se tourna vers lui. « Cela nous concerne tous. Ta vie, ma vie, la vie de nos peuples. »« Ou nos peuples ?» ricana amèrement Aigle Blanc. « Tu n'appartiens plus à mon peuple. Tu as choisi l'ennemi. » J'ai choisi l'amour. L'amour pour un meurtrier. Oui, Zara ne baissa pas les yeux. Pour un meurtrier qui souffre chaque nuit. Pour un homme qui m'a protégé des siens. Pour celui qui était prêt à mourir pour que la guerre cesse. Les belles paroles ne ramèneront pas Toucaï. Et sa mort ne ramènera pas Toucaï non plus. Aigle Blanc abaissa lentement son tomahawk. Il y avait tant de douleur dans ses yeux que Zara sentit son cœur se serrer. « Tu as grandi, ma fille, » dit-il doucement, « mais pas comme je l'aurais voulu. J'ai grandi comme tu m'as élevée, juste, courageuse, prête à me battre pour ce en quoi je crois. » « Et en quoi crois-tu » Zara regarda Jack, puis son père. « Je crois qu'on peut vivre sans guerre, que nos peuples peuvent trouver un terrain d'entente, que l'amour est plus fort que la haine. » Fille naïve, secoua la tête Aigle Blanc. « Tu ne connais pas les hommes blancs. »« Si je les connais, » objecta Zara. « Celui-ci, je le connais. » Elle désigna Jack. « Il aurait pu me tuer hier, il aurait pu me livrer à ces hommes. Il aurait pu simplement passer son chemin en me voyant dans le canyon. Mais il m'a protégé, il m'a nourri, il m'a donné sa couverture. Pourquoi ? Parce qu'il voulait s'emparer de nos terres, suggéra l'un des guerriers. Non, secoua la tête Jack. Je ne savais pas qui elle était. Pour moi, c'était juste une jeune fille effrayée. Alors pourquoi ? Jack resta silencieux, cherchant ses mots. Parce que mon grand-père m'a appris que peu importe la couleur de la peau d'un homme, ce qui compte, c'est la couleur de son cœur. Et de quelle couleur est-ce le cœur de ma fille ? Demanda Aigle Blanc. Rouge comme le feu, pur comme un ruisseau de montagne, bon comme le soleil de printemps. Zara sentit ses joues s'enflammer. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Il y avait une telle tendresse dans le regard de Jack qu'elle eut envie de pleurer. Et la couleur de ton cœur, meurtrier ? Noir, répondit honnêtement Jack. Parce que j'ai tué son frère, parce que je lui ai volé son enfance, parce que j'ai apporté la douleur à sa famille. Et que comptes-tu faire à ce sujet ? Ce que vous direz, si vous voulez ma mort, vous l'aurez. Si vous voulez que je parte pour ne jamais revenir, je partirai. Mais d'abord, réglons la question du bétail. Aigle Blanc réfléchit. Zara le voyait peser le pour et le contre. Le chef en lui luttait contre le père, la sagesse contre la soif de vengeance. « Très bien, » dit-il enfin, « nous allons parler. Mais pas ici, au village, devant le conseil des anciens. D'accord. Et toi, ma fille, tu parleras aussi. Tu expliqueras au conseil ce qui se passe dans ton cœur. » Zara hocha la tête. Elle savait que ce serait la conversation la plus difficile de sa vie. Elle devrait convaincre les anciens de la tribu que son amour pour un ennemi n'était pas une trahison, mais une chance pour la paix. Ils se dirigèrent maintenant vers le village. Les Blancs chevauchaient entourés d'Indiens, pas comme des prisonniers, mais pas non plus comme des invités, plutôt comme des gens dont le sort n'était pas encore décidé. Zara chevauchait entre son père et Jack, sentant une tension qu'on aurait pu couper au couteau. De temps en temps,
Elle croisait le regard des guerriers. Certains la regardaient avec sympathie, d'autres avec réprobation. Zara appela doucement Jack. « Tu n'aurais pas dû avouer. Maintenant, tu es en danger toi aussi. »« Je sais. »« Alors pourquoi ? » ?»« Parce que je ne peux pas vivre dans le mensonge. Même si la vérité nous tue tous les deux. Même. » Jack tendit la main et effleura ses doigts. Un contact léger, presque imperceptible. Mais il suffit à Zara pour sentir une chaleur se répandre dans son corps. « Je t'aime, » murmura-t-il si bas qu'elle seule l'entendit. « Et je t'aime aussi, » répondit-elle tout aussi bas. Aigle Blanc entendit le murmure, mais pas les mots. Il se tourna vers sa fille. « De quoi parlez-vous ?»« De ce qui va nous arriver, » répondit honnêtement Zara. « Et que peut-il arriver ? Il est un meurtrier, tu es sa victime. Un tel amour est hâte maudit. Peut-être, mais il est réel. Le véritable amour n'apporte pas de douleur. Si, père, toujours, parce qu'il nous fait souffrir pour ceux que nous aimons. » Ils entrèrent dans le village. Les gens sortaient des tipis, observant l'étrange procession. Les femmes serraient leurs enfants contre elles. Les hommes se saisissaient de leurs armes. Des hommes blancs dans le village. C'était un mauvais présage. « N'ayez pas peur, » dit Aigle Blanc d'une voix forte. « Ils viennent en paix. Pour l'instant. » La procession s'arrêta près d'un grand tipi au centre du village. C'était la demeure du chef, l'endroit où se réunissait le conseil des anciens. « Zara, va dans la maison, » ordonna son père. « Change-toi. Si tu dois parler au conseil, tu dois avoir l'air de la fille d'un chef, pas d'une fugitive. » Zara voulut protester, mais comprit que son père avait raison. L'apparence comptait, surtout maintenant, alors que non seulement son sort, mais aussi celui de deux peuples était en jeu. « Et eux ?» dit-elle en désignant les Blancs. « Ils attendront, sous bonne garde. » Zara entra dans le tipi et fut immédiatement entourée par les femmes. Sa mère, ses tantes, les sœurs de ses amis. Toutes parlaient en même temps, posant des questions, exprimant leur indignation. « Zara, que t'est-il arrivé ? C'est vrai que tu as passé la nuit avec des Blancs. C'était vrai que tu es amoureuse du meurtrier de Toucaille. » Silence les arrêta toutes la mère de Zara, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants. « Laissez ma fille reprendre ses esprits. » Elle serra Zara dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Raconte-moi tout, mais honnêtement. » Et Zara raconta comment elle avait rencontré Jack dans le canyon, comment il l'avait protégé des siens, comment ils avaient parlé près du feu. Ce qu'elle avait ressenti en regardant dans ses yeux gris. « Et tu l'aimes vraiment ?» demanda sa mère. « Oui, même en sachant qu'il a tué Toucaille. Cela ne change rien à mes sentiments. La douleur est là, la colère aussi. Mais l'amour est plus fort. » Sa mère resta silencieuse, peignant les cheveux de sa fille. « Ton père ne comprendra jamais, » dit-elle enfin. « Je sais. Il pourrait te renier. Je sais. Es-tu prête à perdre ta famille pour cet homme ?» Zara ferma les yeux. La question la plus terrible, celle qu'elle redoutait. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Je ne veux pas perdre ma famille, mais je ne peux pas trahir mon amour. Et s'il faut choisir ? Alors je choisirai ce que mon cœur me dicte. » Sa mère soupira. « Tu as grandi, ma fille. Tu es devenue une femme, et une femme a le droit de faire ses propres choix. » Tu me comprends. Je te comprends, bien que je n'approuve pas. On vêtit Zara de sa plus belle robe, en peau de daim blanche, brodée de perles et de coquillages. On lui fit une coiffure complexe, ornée de cercles d'argent et de plumes. Elle avait maintenant l'apparence d'une fille de chef. « Prête ?» demanda sa mère. « Prête. » Mais quand Zara sortit du tipi, elle comprit que rien n'était prêt, car elle vit Jack, à genoux au milieu d'un cercle de guerriers. Les mains liées dans le dos, une corde autour du cou. À côté de lui, se tenait un guerrier,
avec un arc bandé. « Que se passe-t-il » cria-t-elle en se précipitant vers lui. « Halte » l'arrêta son père. « C'est une épreuve. S'il est vraiment prêt à mourir pour la paix, qu'il le prouve. » Quelle épreuve? Le conseil a décidé. Il ne pourra parler que s'il passe le rite du cœur vaillant. 1 heure dans le nœud coulant, sans montrer aucune peur. Zara fut horrifiée. Le rite du cœur vaillant était l'une des épreuves les plus cruelles de la tribu. L'homme était suspendu par une corde de manière à ce qu'il touche à peine le sol de la pointe des pieds. Et il devait rester ainsi, sans émettre un son, sans verser une larme. Beaucoup mouraient pendant cette épreuve. « Non, dit-elle, il n'en est pas question. »« Si, répondit fermement Aigle Blanc. Soit c'est un lâche, et il sera exécuté sur le champ, soit c'est un brave, et il aura le droit de parler. » Zara regarda Jack. Dans ses yeux gris, il n'y avait pas de peur. Il y avait de la détermination. « Tout va bien, lui dit-il. Je vais m'en sortir. Et si tu n'y arrives pas? Alors, sois heureuse. Trouve un homme bon de ta tribu. Fais des enfants. Vis longtemps. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Si tu pourras. Tu es forte. » Le guerrier tira sur la corde, et le nœud se resserra autour du cou de Jack. Il se hissa sur la pointe des pieds, essayant de relâcher la pression. « Commençons, » annonça Aigle Blanc. Et Zara comprit que tout se jouait maintenant. La vie de Jack, leur amour, l'avenir de 2 peuples. Tout dépendait de sa capacité à surmonter cette épreuve. Et elle ne pouvait que regarder et prier tous les esprits de lui donner la force. Le temps s'étirait, infiniment lent. Zara était assise par terre, les yeux rivés sur Jack. Il se tenait sur la pointe des pieds, s'efforçant d'empêcher la corde de lui écraser complètement la gorge. La sueur coulait sur son visage. Mais il n'émettait aucun son. Tout le village s'était rassemblé. Femmes, enfants, vieillards, tous observaient l'épreuve en silence. Dans leurs yeux, on lisait de la curiosité, de la compassion, et parfois une joie cruelle. Ce n'était pas tous les jours qu'il voyait un homme blanc subir le rite du cœur vaillant. « Combien de temps s'est écoulé » demanda doucement Zara à sa mère. « Un quart d'heure, » répondit-elle. « Il reste encore beaucoup de temps. » Zara serra les dents. Un quart d'heure sur 60 minutes. Jack commençait déjà à suffoquer. Elle voyait ses narines se dilater pour tenter de capter plus d'air. « Père » s'adressa-t-elle à Aigle Blanc. « Peut-être que ça suffit. Il a déjà prouvé son courage. »« 1 heure, » répondit le chef, inflexible. « Telle est la coutume. »« On peut changer la coutume. »« Pas dans ce cas. S'il veut parler au nom de son peuple, il doit montrer qu'il est digne de cet honneur. » Zara se tut. Elle savait qu'il était inutile de discuter avec son père. Quand Aigle Blanc prenait une décision, seul le conseil des anciens pouvait la modifier. Et les anciens étaient assis en silence, observant l'épreuve. Un autre quart d'heure passa. Jack commença à vaciller. Ses jambes tremblaient de fatigue. Son visage était devenu bleu. Mais il tenait bon, ne laissant toujours échapper aucun son. « Un homme solide », remarqua l'un des guerriers avec respect. Peu des nôtres tiendraient entre le coup. « Les Blancés sont faibles », objecta un autre. « Il va bientôt tomber. »« Tu veux parier ?» « Assez !» les arrêta Aigle Blanc. « Ce n'est pas un spectacle. » Zara se leva et s'approcha de son père. « Laisse-moi être à ses côtés. »« Non, c'est son épreuve, pas la tienne. Je ne l'aiderai pas. Je serai juste là. Pourquoi ? Pour qu'il sache que, quoi qu'il arrive, il n'est pas seul. » Aigle Blanc regarda sa fille attentivement. Il y avait un tel amour, une telle douleur dans ses yeux que même son cœur dur fléchit. « Bien, » autorisa-t-il, mais à 3 pas de distance. Et pas un mot. Zara hocha la tête et s'approcha. Jack la vit et sourit faiblement. Il y avait tant de tendresse dans ce sourire que les larmes montèrent aux yeux de Zara. L'heure s'acheva. Jack pendait,
presque inconscient, ne tenant plus que par sa volonté de vivre. Ses jambes avaient le morceau fléchi, et tout le poids de son corps pesait maintenant sur son cou. Sa respiration était devenue rauque, intermittente. « Il est en train de mourir », murmura une des femmes. « Tout le monde meurt », répondit philosophiquement un ancien. La question est de savoir comment on meurt. Zara ne tint plus. Elle se leva d'un bond et se précipita vers Jack, mais 2 guerriers l'interceptèrent, l'empêchant de s'approcher. « Lâchez-moi » criait-elle. « Vous êtes en train de le tuer !»« Il a choisi cette voie lui-même » dit son père. Il ne savait pas ce que c'était. Si, il le savait. Je lui ai expliqué tous les détails, et il a accepté. Zara s'affaissa dans les bras des guerriers. Jack avait donc accepté cela en toute conscience. Sachant qu'il pouvait mourir, il avait quand même décidé de subir l'épreuve. Pour elle, pour leur amour, pour la paix entre leurs peuples. « Combien de temps reste-t-il » demanda-t-elle d'une voix rauque. « 1/4 d'heure » répondit l'un des anciens. « 1/4 d'heure. 15 minutes. » Jack devait tenir encore 15 minutes. Zara le regardait et priait. Tous les esprits de ses ancêtres, toutes les forces de la nature, tous les dieux auxquels elle croyait. Elle priait pour qu'ils lui donnent la force. Pour qu'il ne le laisse pas mourir si bêtement, si vainement. « Tiens bon, » murmurait-elle. « S'il te plaît, tiens bon. Je ne pourrais pas vivre sans toi. » Jack sembla l'entendre. Il releva la tête et croisa son regard. Une lueur s'alluma dans ses yeux, faible, mais encore vivante. Amour souffla-t-il si bas que personne, sauf elle, ne l'entendit. « Amour » répondit-elle, et ce mot lui donna une force nouvelle. Les 15 dernières minutes furent une torture. Jack perdait connaissance, puis revenait à lui. Plusieurs fois, on crut que c'était la fin. Il pendait comme une poupée de chiffon, ne montrant aucun signe de vie. Mais ensuite, il rouvrait les yeux, cherchant le regard de Zara. « Le temps est écoulé » annonça enfin l'ancien qui surveillait le cadran solaire. Le guerrier coupa la corde, et Jack s'effondra au sol. Zara se précipita vers lui, ignorant les cris de son père. « Jack, Jack, répondez-moi » Il gisait immobile, le visage bleu, les yeux fermés. Zara posa son oreille sur sa poitrine. Son cœur battait, faiblement, mais il battait. « De l'eau » cria-t-elle. « Vite !» On lui apporta une outre en cuir remplie d'eau. Zara mouilla un tissu et le posa sur le front de Jack. Puis elle fit couler quelques gouttes sur ses lèvres. Il gémit et ouvrit les yeux. « Zara » dit-il d'une voix rauque. « Je suis là. C'est fini. Tu as tenu bon. » Jack essaya de s'asseoir, mais il n'en avait pas la force. Zara l'aida, le soutenant par les épaules. « Eh bien, » dit Aigle Blanc en s'approchant. « Il a passé l'épreuve. Il peut maintenant parler. »« Laissez-le se reposer, » demanda Zara. « T'en as pas que le temps. Le soleil se couche déjà, et la conversation sera longue. » Jack se leva péniblement. Ses jambes tremblaient, mais il tenait debout. « Je suis prêt, » dit-il d'une voix rauque. « Alors, allons au conseil ?» Le grand tipi où se réunissaient les anciens était bondé. Au centre brûlait un feu, autour duquel étaient assis les hommes les plus respectés de la tribu. Les Blancs s'étaient installés d'un côté, les Indiens de l'autre. Zara s'assit à côté de son père. Selon la coutume, les femmes n'avaient pas le droit de vote au conseil, mais pouvaient y assister en tant que témoins. « Parle » dit Aigle Blanc en s'adressant à Jack. « Tu as gagné ce droit. » Jack se leva, vacilla, mais resta debout. Sa voix était rauque, mais ses mots résonnaient clairement. Sage de la tribu des roches de feu. Je ne suis pas venu à vous en ennemi, mais en homme fatigué de la guerre. Oui, j'ai tué l'un de vos guerriers. Et chaque nuit, je vois son visage dans mes rêves. Mais je ne l'ai pas tué par méchanceté, mais pour protéger des innocents.
Le guerrier Tukai n'attaquait pas les innocents, objecta l'un des anciens. C'était un jeune homme noble. Peut-être, mais je ne le savais pas. Pour moi, il n'était qu'un assaillant de plus. Et que proposes-tu? Demanda Aigle Blanc. Comment réparer ta faute? Une vie pour une vie, répondit Jack. Si vous le voulez, tuez-moi. Mais d'abord, permettez-moi de régler la question du bétail. Ce n'est pas nous qui avons volé le bétail, dit fermement un ancien. Ce sont de jeunes hommes d'autres tribus. Alors aidez-nous à les retrouver. Montrez-nous où chercher. Pourquoi devrions-nous aider les Blancs? Pour prouver que votre peuple tient parole, que le traité de trêve n'est pas que des mots en l'air. Les anciens se regardèrent. Jack avait raison. Aider à retrouver le bétail volé était dans l'intérêt de la tribu. Cela montrerait leur bonne volonté. Et en échange? Demanda Aigle Blanc. La paix, répondit simplement Jack, et la justice. Je veillerai à ce que le gouvernement respecte ses engagements, que la nourriture arrive à temps, que les frontières soient respectées. De belles paroles, mais tu n'es qu'un cow-boy. Quel pouvoir as-tu? J'ai des amis dans la capitale, des gens qui m'écoutent. Et pourquoi t'écouteraient-ils? Jack regarda Zara. Pour l'amour, dit-il. Pour une jeune femme qui a changé mon cœur. L'amour pour la fille de son ennemi est une folie, dit sèchement Aigle Blanc. Peut-être, mais cette folie peut sauver de nombreuses vies. Ou les détruire. Cela dépend de nous, de ce que nous choisirons, la guerre ou la paix. Aigle Blanc se leva et se mit à marcher autour du feu. Tous se turent, attendant sa décision. Très bien, dit-il enfin. Nous vous aiderons à retrouver le bétail, et en échange, tu épouseras ma fille. Zara tressaillit. Un mariage? Elle ne s'attendait pas à une telle tournure. Père, commença-t-elle. Tais-toi, l'arrêta Aigle Blanc. C'est une décision d'homme. Si elle est d'accord, dit Jack. Seulement si elle est d'accord. Je suis d'accord, dit rapidement Zara. Alors c'est décidé, annonça Aigle Blanc. Demain, nous trouverons le bétail. Après-demain, le mariage. Et après? Demanda Jack. Après, tu emmèneras ma fille. Et si elle est malheureuse, si tu lui fais du mal, je te retrouverai. Et je te tuerai. Compris. Et une autre condition. Chaque année, tu la ramèneras à la maison, pour qu'elle n'oublie pas son peuple. D'accord. Aigle Blanc hocha la tête. Alors que la paix soit entre nous. Pas l'amitié, cela prendra des années. Mais la paix. Il tendit la main à Jack. Celui-ci la serra, scellant l'accord. Zara les regardait et n'en croyait pas son bonheur. Tout était fini. La guerre était terminée. Et son amour avait reçu la bénédiction de son père. Zara, appela Jack. Viens ici. Elle se leva et s'approcha de lui. Il prit ses mains dans les siennes. Tu es sûr? Demanda-t-il doucement. La vie avec un homme blanc ne sera pas facile. Répondit-elle. Où que tu sois, là sera ma maison. Et ton peuple? Mon peuple comprendra, avec le temps. Et s'il ne comprend pas, alors nous créerons notre propre peuple, des enfants qui ne connaîtront pas la haine entre les races. Jack sourit et lui baisa les mains. Je t'aime, mon cactus en fleurs. Et moi je t'aime, mon cow-boy. Autour d'eux étaient assis les hommes de deux peuples qui, la veille encore, étaient ennemis. Aujourd'hui, ils s'étaient mis d'accord sur la paix. Et demain, ils deviendraient parents. Tout cela grâce à l'amour d'une jeune femme et d'un homme qui avait su voir en l'autre non pas un ennemi, mais un être humain, qui avait cru que le cœur ne connaît pas de frontières. Et quand, le lendemain, ils retrouvèrent le troupeau volé, et que le surlendemain ils se marièrent, selon les rites des deux peuples,
Zara comprit que son frère Toukaï n'était pas mort en vain. Sa mort était devenue un pont entre les mondes, une douleur qui s'était transformée en guérison. Et l'amour, né de cette douleur, s'était révélé plus fort que la haine, plus fort que les préjugés, plus fort que la peur. Et lorsqu'ils quittèrent le village, Jack et Zara, mari et femme, un arc-en-ciel apparut dans le ciel, le signe que les dieux bénissaient leur union. Le signe que même l'amour le plus impossible peut être le début d'une nouvelle vie. Un an plus tard, Zara retourna au village de son père. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait un bébé, un garçon aux yeux gris de son père et aux cheveux noirs de sa mère. « Comment l'appellerez-vous » demanda Aigle Blanc, tenant son petit-fils dans ses bras. « Toukaï » répondit Zara, « en l'honneur de mon frère. » Le vieux chef hocha la tête, et des larmes coulèrent donc sur ses joues. « C'est un beau nom, dit-il. Ce garçon sera un pont entre nos peuples. » Et il avait raison. Le petit Toukaï grandit en parlant 2 langues, s'imprégnant de la sagesse de 2 cultures. Et quand le moment fut venu, il devint traducteur, diplomate, artisan de la paix. L'homme qui aidait d'anciens ennemis à se comprendre. Comme ses parents, une femme indienne et un cow-boy, dont l'amour avait changé le monde.